magazine de l'économie, émission proposée par Monderzid. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de l'économie assuré par Monderzid tous les mardis et les jeudis. Dans un communiqué rendu public mardi 12 février 2019, le ministère des Finances rappelle les procédures permettant aux contribuables, personnes physiques et entreprises, de régulariser la situation de leurs créances telle que prévue par les articles 72, 73 et 85 de la loi de finances pour l'année 2019. Il s'agit de l'abandon des pénalités de contrôle, pénalités de retard, de recouvrement et frais de poursuite dus sur les créances fiscales revenant à l'État et aux collectivités locales, et ce, après adhésion au plus tard le 31 mars 2019. À quelques jours de cette date de limite, et pour en savoir davantage, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune expert comptable, c'est Mohamed Arslan Ben Mahmoud, et nous allons profiter de sa présence pour parler également du registre national des entreprises. Tiens Arslan, bienvenue dans le studio de RTCI. Bonjour Simon, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Merci pour cette invitation. Comme à l'accoutumée, le choix des sujets démontre un suivi minutieux de la scène actuelle. Avant d'entrer dans les détails, ne doit-on pas parler, si Arslan, d'une amnistie fiscale? Puis, en instituant une amnistie, ne décourage-t-on pas le bon contribuable? Simon, alors l'amnistie fiscale est un sujet vraiment qui mérite réellement qu'on s'y intéresse. Tout à fait. De par ses enjeux économiques et financiers, de plus du contexte particulier socio-économique, politique que vit le pays. Donc, comme vous avez annoncé, l'amnistie fiscale de l'année 2019, le compte à rebours a commencé et plus qu'une semaine avant la fin des délais. Certes, une très bonne nouvelle pour beaucoup de contribuables, la loi de finances pour l'année 2019 prévoit une amnistie significative fiscale et douanière, des pénalités, des amendes et des intérêts. Et ce, après adhésion au plus tard le 31 mars 2019. L'idée de l'amnistie en tant que telle est un sujet qui a suscité à maintes reprises la réprobation de la doctrine. Nombreux sont qui considèrent que ce pardon ou cet oubli présente l'inconvénient de donner des chances aux fraudeurs aux dépens des contribuables honnêtes. Ouais, c'est-à-dire que c'est une sorte de récompense à ceux qui fraudent. Pour ne pas dire récompense, mais ça fait comprendre qu'on peut frauder pour une bonne période pour finalement s'arranger avec le fisc. Et puis attendre une amnistie. Exactement. Donc dans le même ordre d'idée, la fraude fiscale paraît comme un fait pardonnable, comme un fait normal, à l'issue de la promulgation quasi attendue, quasi prévisible, quasi répétitive d'une amnistie fiscale chaque 4 ou 5 ans. C'est ça, en Tunisie, c'est un peu cette fréquence d'avoir des amnisties tous les 4 ou 5 ans. Par contre, disons, l'antithèse de ce qu'on est en train de dire, dans l'entrecoin de la salle, c'est le gouvernement tellement légitime de sa part, cherche bien évidemment à collecter des ressources immédiates. Jusque-là, disons, en dehors de l'emprise de l'administration fiscale. Donc, en adhérant à une amnistie fiscale, les contribuables qui réussissaient auparavant à demeurer en dehors du système fiscal réglementé seront ramenés à la population des contribuables connus, contrôlables par l'administration fiscale, et ce à travers cette action, disons, commerciale séductrice d'amnistie fiscale. En tant que professionnel, sachez bien que l'adhésion même et l'acte d'adhésion à l'amnistie fiscale est un paramètre très important que l'administration prend en compte lors de la programmation fiscale des vérifications fiscales. C'est-à-dire? Donc c'est une présomption, jusqu'à preuve du contraire, que celui qui adhère à une amnistie fiscale est supposé un contribuable qui n'a pas respecté, disons, pendant une bonne période, la réglementation fiscale. Donc il sera sur les tablettes du fisc les prochaines fois. Voilà. C'est une target list. Donc le voilà, c'est un sujet qui, au regard des différents arguments qui jouent en faveur ou contre, a toujours fait couler beaucoup d'encre, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. Peut-être, Simon, il faudrait bien qu'on retourne au texte pour qu'on fasse un petit passage sur l'amnistie de l'année 2019, oui, c'est ça, qui elle-même peut être décortiquée en 3 chapitres, disons. Alors, cette amnistie, elle a été apportée par la loi de finances 2019. Oui, comme je disais, on peut la décortiquer en 3 chapitres principaux. Premier
c'est une amnistie des impôts locaux, la taxe sur les immeubles bâtis et la taxe au profit du fonds d'amélioration de l'habitat et tout. Donc le second, c'est une amnistie purement fiscale liée aux créances fiscales et tertio, une amnistie douanière. Si Arslan, mon invité aujourd'hui dans le magazine de l'économie, est-ce qu'elles sont toutes concernées par cette date limite du 31 mars ou bien cela dépend de la nature des impôts? Ça va dépendre de cette classification que j'ai énoncée. Commençons par le premier chapitre, disons la première typologie d'amnistie. C'est l'amnistie des impôts locaux relative à la TIB, taxe sur les immeubles bâtis. Alors, en termes très simples, de quoi il s'agit? C'est une contribution que les contribuables possédant une propriété qui versent aux municipalités pour la propriété, pour les collectivités locales et les services urbains. N'est-ce pas ce qu'on appelle en arabe zibla ou kharouba? Exactement ça. Voilà. Donc, au sens de cette loi de finances 2019, sont entièrement abandonnés Oui. le principal et les intérêts et les pénalités de retard des montants dus au titre des dites taxes pour les exercices de 2016 et antérieurs. Ah, quand même, c'est une Oui, bonne manne. le gouvernement a décidé de passer l'éponge, disons. Mais il est conditionné par le paiement seulement du principal pour les exercices allant de 2017 à 2019. Y compris celui de cette année. Exactement. Donc voilà, c'est une mesure qui concerne des milliers et des milliers de contribuables. Le gouvernement a décidé de passer l'éponge sur des dettes. À mon sens, bien que cette mesure priverait les municipalités qui sont en besoin immédiat de cette ressource immédiate, mais ceci permettra de updater, disons, de mettre à jour les bases de données des contribuables, les adresses et surtout de combler les déficiences du recensement du périmètre urbain du Tunisie. Ça, c'est un problème majeur que vivent les municipalités. Donc les municipalités, c'est une chance pour eux vraiment de délimiter voilà. un peu leurs concitoyens. Le second chapitre des amnisties, c'est, disons, le chapitre le plus lourd qui lui-même peut être défalqué en deux sous-sections. Primo, c'est un abandon des pénalités de retard au titre de la formalité d'enregistrement des actes pour les contrats échus et non prescrits en date du fin octobre 2018, à condition de les déposer avant le 30 avril et non pas la date commercialisée de 31 mars, avant 30 avril 2019, pour la formalité de l'enregistrement. Et dosio, c'est ça la mesure la plus lourde, qu'il faut vraiment s'attarder là-dessus. Donc qui consiste en un abandon total des pénalités de contrôle, des pénalités de retard, de recouvrement et les frais de poursuite relatifs aux créances fiscales, à condition de souscrire un calendrier de paiement trimestriel sur une période ne dépassant pas 5 ans et de payer la première tranche avant la date du 31 mars 2019. Il convient tout d'abord, Simondol, peut-être d'apporter une clarification très importante d'ordre terminologique à la notion de créance fiscale. D'accord? Donc, créance fiscale, ce sont les créances constatées dans les écritures du receveur de finances avant janvier 2019, les créances ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette avant janvier 2019, les créances notifiées par un avis suite à une vérification fiscale avant janvier 2019, les créances notifiées par arrêté de taxation d'office, et surtout, c'est même les dossiers qui ont fait l'objet d'un simplement avis de vérification fiscale avant janvier 2019. Ah, c'est la totale, hein? C'est la totale. C'est beaucoup de générosité. Hein? Oui. Donc, peut-être c'est la mesure la plus lourde, mais non moins importante de l'amnistie douanière, qui consiste en un abattement quasi total de 80, 90 et 95% du montant des amendes douanières, objet de procès-verbaux et même de jugement avant janvier 2019, à condition soit de payer sur la période de 5 ans qu'on avait citée, ou bien, si le contribuable le décide, il peut même payer le tout avant la fin de l'année 2019. C'est beaucoup de générosité, c'est beaucoup de magnanimité et autant de qualités associées à une grandeur d'âme, à une audace politique, peut-être sont associées à cette amnistie. J'espère qu'elle aura l'effet... Oui, mais c'est ça, c'est ma question, c'est-à-dire, est-ce que vous avez une idée, si Arslan, un peu des montants qui pourraient être recouvrés grâce à cette générosité qui s'appelle amnistie? Jusqu'à présent,
ce sont toujours des estimations et personne n'a eu un chiffre exact par rapport aux, disons, les estimations escomptées et tout, suite à chaque amnistie fiscale. Certes, et ça c'est d'office, que les contribuables attendent impatiemment la promulgation d'une amnistie fiscale pour qu'il y adhère. J'espère qu'elle aura l'effet non seulement financier, parce que ce n'est qu'un détail, l'effet financier, mais qu'elle aura l'effet d'inclure à nouveau dans la cité ceux qui n'en avaient pas respecté les règles. C'est ça le plus important. Et surtout ça. Donc ça s'inscrit dans la même logique que le relatif au registre national des entreprises. Dont on va parler tout à l'heure, oui. Exemple de registre des entreprises visant l'inclusion d'un maximum nombre de contribuables à la scène économique formelle et légale, dans un esprit, disons, de respect de la loi et cette croyance en un devoir fiscal. Donc là, ce sont les points à retenir en ce qui concerne cette amnistie et surtout la régularisation de la situation des contribuables. Rappelons que la première date limite est celle du 31 mars. Oui, principalement c'est la date du 31 mars pour l'amnistie la plus vaste, la plus lourde liée aux créances fiscales. Donc pour les créances fiscales, c'est le 31 mars, c'est la date limite, plus qu'une semaine en 10 ans. Donc les contribuables aujourd'hui font la queue devant les administrations fiscales pour qu'ils adhèrent effectivement et payer la première tranche. Et il y a également une autre date, c'est celle du 30 avril 2019. Pour la formalité de l'enregistrement. Ça c'est pour la formalité de l'enregistrement. Et pour les amendes douanières, on rappelle que... Oui, on a soit, disons, l'adhésion à l'amnistie, elle est conditionnée soit par le paiement trimestriel comme à compter du 31 mars 2018, oui, où le contribuable a la possibilité de payer jusqu'à la fin de l'année 2019. Arslan Ben Mahmoud, jeune expert comptable, mon invité aujourd'hui dans le magazine de l'économie, une autre loi très importante. Je ne sais pas si elle a un lien avec le fait que la Tunisie est ressortie de la liste de l'Union européenne relative aux juridictions non coopératives en matière de fiscalité des entreprises. Absolument. C'est la loi portant sur le registre national des entreprises. Est-ce qu'elle est liée pour quelque chose? Oui, absolument, Simon. C'est une loi très importante aujourd'hui, la 52e loi de l'année 2018, en date du 29 octobre 2018. Alors, le nouveau registre national des entreprises, il est devenu une réalité aujourd'hui. Le registre national voit le jour avec l'entrée en vigueur de cette loi. Oui. Comme le disait, si ma mémoire est bonne, je pense, monsieur le ministre Razi Jeribi, il disait que c'est une avancée significative dans la consécration... L'ex-ministre de la Justice, oui. Oui, la consécration de la transparence et la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Je rajoute en disant que finalement, une interconnexion tant attendue. Il s'agit désormais d'échanges de données automatiques entre les différentes administrations, que ce soit l'administration fiscale, l'administration douanière, la Banque centrale tunisienne, la CNSS, l'instance d'investissement, les collectivités publiques et même l'instance et surtout, disons, l'Institut national des sondages. Et ceci permettra de faire radier la redondance des documents devant les différentes administrations. Le pourquoi de la loi. Certes, cette nouvelle législation intervient après 3 ans de la promulgation de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent en date du 7 août 2015. Mais les retards qu'on avait pris en matière de textes d'application et des textes connexes nous ont valu quelque chose de très douloureux. Une inscription dans la liste noire. C'est 2 classements malheureux. C'est un premier classement malheureux, c'était suite à un blacklisting, suite à laquelle la Tunisie a été blacklistée en décembre 2017 comme étant un paradis fiscal, et le second en février 2018, la Tunisie a été, disons, classifiée comme étant un pays fortement exposé au blanchiment d'argent et de capitaux. Pour paradis fiscal, je pense que là aussi, on a résolu le problème. Oui, on a résolu la loi le problème. de finances 2019. Donc cette loi vient de combler, disons, un vide juridique, avec beaucoup de nouveautés. C'est surtout son champ d'application, puisque désormais, on n'immatricule plus uniquement les sociétés, mais un ensemble de métiers. Oui, exactement, Simon. Donc cette nouvelle loi, pour toute personne qui se pose une question légitime, quelles sont les nouveautés par rapport à l'ancienne loi de l'année 95 relative au registre de commerce, le fameux registre de commerce? Pourquoi on change une loi qui a fait ses preuves? Donc on peut citer succinctement les principales nouveautés de cette loi. Primo, la réduction des délais.
par l'effet de la digitalisation et la décentralisation effective. C'est fini avec l'archive papier et la redondance des dépôts des mêmes documents devant plusieurs administrations. Secondo, comme vous l'avez énoncé, c'est un regroupement de tous les acteurs économiques et non plus un regroupement des commerçants. Donc cette loi vient d'apporter l'obligation de l'inscription obligatoire des artisans et les métiers libéraux. Qui dit métiers libéraux dit comptable, expert comptable, architecte, avocat et tout. Et toute autre activité professionnelle sans définir ce terme. Et l'inclusion des associations. Un coiffeur, par exemple. Là, c'est une question tous les acteurs économiques du pays. Alors, mon coiffeur doit aller vers le registre, s'immatriculer tous les acteurs, le registre national économiques. D'entreprise. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, l'inclusion des associations et des réseaux d'associations et par interprétation de la loi des organisations non gouvernementales, les ONG. Et d'ailleurs, au niveau des associations, si Arslan, il y a eu polémique lorsque le texte a été présenté devant l'ARP, n'est-ce pas? Oui. Si Arslan, pourquoi une association doit-elle s'immatriculer? C'était ça la question. Pour un meilleur contrôle, pour un meilleur suivi des flux. Voilà. Parce que la loi de l'association, c'est vrai, elle donne la liberté de s'associer. Rien n'empêche que cette association Mais quand elle se fait financer particulièrement par de l'argent de l'extérieur, là, ça pose problème. C'est pourquoi cette loi s'inscrit dans la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Tous les acteurs économiques qu'on avait cités doivent être enregistrés avec un identifiant unique. Ah oui, c'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté. Qui soit le matricule fiscal. On n'a plus le matricule au niveau du registre de commerce et le matricule fiscal. Le matricule fiscal et on avait le numéro d'immatriculation au registre de commerce. Maintenant, c'est fini avec ça. On aura un identifiant unique qui soit le matricule fiscal. Pas mieux. Un troisième point lié aux nouveautés apportées par cette loi, c'est une vraie avancée significative dans l'exercice du droit d'accès à l'information. Toutes les informations liées aux entreprises seront déposées et accessibles sur Internet. Mais tout le monde pourra y accéder. Tout le monde pourra y accéder. Et ceci, c'est en lien avec le point le plus important, le point dernier, qui désormais, les sociétés doivent déclarer qui sont leurs bénéficiaires effectifs. Ah, ça, je la considère, à mon sens, je la considère comme étant la nouveauté phare apportée au cours de cette année. Oui, effectivement, et vous savez, ceux qui ont des relations avec les bailleurs de fonds étrangers connaissent cette question, parce que très souvent, lorsqu'ils regardent un peu le tour de table, ou enfin la structure des actionnaires, ils vous disent qui est le bénéficiaire effectif. Qui est le bénéficiaire. Essayons de faire simple. Pour être plus didactique, c'est de quoi s'agit-il quand on parle de bénéficiaire effectif? Oui, voilà. Donc il serait opportun d'apporter une clarification terminologique, juridique, à la notion de bénéficiaire effectif. Que faut-il entendre alors par bénéficiaire effectif? Malheureusement, cette nouvelle loi ne donne pas une définition. C'est juste, elle la cite. Oui, mais je pense qu'il y a eu un décret pour expliquer. En feuillant dans l'arsenal juridique, disons, qui existe, une définition pourrait être d'une aide très, très considérable au niveau de la décision de la Commission tunisienne des analyses financières, l'ACTAF, en mars 2017, et une deuxième définition au niveau du circulaire de la Banque centrale en date du 19 septembre 2017, relative au contrôle interne et règles de gestion interne au niveau des banques. La circulaire de la Banque centrale adopte une définition limitée capitaliste seulement, alors que l'ACTAF adopte une définition large et extensible, disons comptable. Ceci sans oublier, c'est Arslan, je pense, le décret du 21 janvier 2019. Exactement. Et de plus, un décret promulgué au mois de janvier 2019 pour expliciter la notion. Mais les bonnes définitions existent au niveau... Se trouvent chez l'ACTAF. Chez l'ACTAF, exactement, parce que c'est elle qui traite et qui est consciente des enjeux du bénéficiaire effectif et des transferts des fonds à travers de l'étranger. Donc, retournons à la définition. Pour faire simple, c'est une définition de un capitaliste pour toute personne physique. Alors, donc c'est le premier point, c'est une personne physique. Toutes les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus que 20% du capital ou des droits de vote dans n'importe quelle structure juridique. Donc 20%. 20% ou plus. Et d'une manière générale, c'est ça, c'est disons l'apport de l'ACTAF. D'une manière générale, toute personne physique qui en dernier lieu possède le contrôle, de droit ou de fait.
Alors en dernier, comment peut-on arriver à savoir si c'est le dernier lieu? Est-ce qu'il y a des moyens? Oui, à travers les informations que les entités seront amenées à déposer, la liste des associés, cette interconnexion avec des noms et des matricules, qu'on peut savoir, c'est des recoupements, qu'on peut avoir ces liens de connexion entre les sociétés. Donc, d'une manière générale, on a cité que c'est la personne physique qui, en dernier lieu, possède le contrôle, et toute personne physique, de droit ou de fait, pour le compte de laquelle une opération est réalisée. Donc, c'est la définition philosophique. Désormais, disons, la conséquence, toute entreprise enregistrée se doit de répondre en temps réel aux plusieurs questions. Qui fait quoi, où, comment, pourquoi et pour combien. Donc, c'est beaucoup de questions que les documents qui doivent être déposés, que ce soit mensuellement ou semestriellement, qui sont vraiment nombreux. Donc il y a des fréquences aussi au niveau de la publication de l'information. Oui, brièvement, ce sont des documents liés à toute modification du management, toute modification du capital social, toute modification du siège, toute modification de... mais ça, c'était aussi valable du temps du registre de commerce. Oui, exact. Mais maintenant, c'est avec ce databasing, c'est avec cette base de données, avec les méthodes d'analyse des données, que maintenant, aujourd'hui, l'exploitation de ces informations qui, maintenant, digitales, vont fructifier et apporter leurs fruits. De plus, d'autres documents purement financiers relatifs aux états financiers, les rapports du commissaire aux comptes et la liste actualisée semestriellement, disons, après 6 mois de chaque clôture des comptes, la liste actualisée des actionnaires, des dirigeants. Là, c'est tous les 6 mois. Hein. Oui, effectivement. Oui. C'est au plus tard la fin du 7e mois de la date d'arrêté des états financiers. Ça, c'est avec une fréquence respectée et répétitive. Sur le plan opérationnel, pour les sociétés déjà enregistrées, pour les dirigeants que nous entendons aujourd'hui, la nouvelle loi, elle est d'obligation obligatoire à partir du 6 février 2019, 6 février dernier. Oui. Les entités déjà enregistrées et préalablement enregistrées au niveau du registre de commerce sont amenées à actualiser, c'est ça le terme technique, leur dossier auprès du registre national des entreprises et obtenir un nouveau numéro qui soit leur matricule fiscale dans les 6 mois, soit le 6 juillet 2019. Alors, chers dirigeants, vous êtes amenés à actualiser vos numéros et votre immatriculation jusqu'au 6 juillet 2019. Par-delà ces nouveautés, les ultimes objectifs, disons, recherchés à travers la promulgation de cette loi sont au nombre de 2, si on peut récapituler. Oui, rapidement. Le premier vise à embellir l'image de la Tunisie en consacrant la transparence des affaires et améliorer le rating, le classement du pays au niveau des agences. C'est important. C'est très important au niveau des agences de notation, en l'occurrence Moody's et Fitch Rating et tout. La deuxième consiste en la consacration sur le terrain effectif, l'effet de la digitalisation du combat engagé contre la corruption multiforme et disons même banalisée aujourd'hui. Plus que jamais, nous devons tous nous mobiliser pour soutenir ces comportements vertueux à travers la promulgation d'une loi pareille. Très bien, eh bien, je vous remercie beaucoup, Mohamed Arslan Ben Mahmoud, jeune expert comptable, invité de ce nouveau numéro du magazine de l'économie. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est mon voilà, je vous laisse avec la suite des programmes de RTCI. Le magazine de l'économie, émission proposée par Monderzid. RTCI. Nous sommes garants de votre histoire.